La table de conférence en acajou de Chin & Associate Investment Group brillait sous un éclairage encastré. 20 étages au-dessus du quartier financier de Manhattan, le bureau d'angle de mon père offrait une vue sur la rivière Hudson, et assez d'espace pour loger une petite famille. J'étais assise sur la chaise la moins chère, celle réservée aux stagiaires et aux enfants décevants, tandis que mon frère Marcus occupait le trône en cuir, à la droite de papa. Alors, Emma. Papa n'a pas levé les yeux du document que j'avais passé 3 mois à préparer. Tu veux que nous investissions 800 000 € là-dedans? Comment as-tu appelé ça? Analyse de flux de données, ai-je dit doucement. C'est un algorithme prédictif pour l'analyse de données, m'a coupé Marcus, sa bague de Princeton captant la lumière alors qu'il faisait un geste dédaigneux. Ouais, on a lu le résumé. Les 5 pages de mots à la mode et de vœux pieux. C'est une proposition de 40 pages, ai-je corrigé. Le résumé fait 5 pages. Les spécifications techniques, l'analyse de marché, et les projections financières constituent le reste. C'est ça. Marcus s'est penché en arrière, son costume à 3 000 € se tendant légèrement sur ses épaules. À 32 ans, il travaillait dans l'entreprise de papa depuis 8 ans, gérant des portefeuilles valant des centaines de millions. Emma, laisse-moi nous faire gagner du temps à tous. C'est de la camelote. Le stylo de papa s'est arrêté sur le document. Il ne m'avait toujours pas regardé. Marcus, laisse-la présenter. Pourquoi? Pour qu'elle nous fasse perdre encore plus de temps avec son petit projet informatique? Marcus a secoué la tête. Papa, elle a 29 ans. Elle a quitté l'université depuis 7 ans. Elle n'a jamais eu de vrai travail, n'a jamais géré d'équipe, n'a jamais rien fait d'autre que de s'amuser avec des tutoriels de codage dans son appartement. J'ai un diplôme en informatique du MIT, ai-je dit. Dont tu n'as rien fait. Marcus a finalement croisé mon regard. Emma, tes idées de business sont des blagues. Elles ont toujours été des blagues. Tu te souviens de l'application que tu voulais créer à l'université? Celle qui allait révolutionner les réseaux sociaux? Ou de la plateforme que tu as proposée il y a 3 ans, qui devait transformer l'éducation en ligne? C'était différent. C'était des échecs, tout comme celui-ci le sera. Marcus a tapoté ma proposition d'un doigt. L'analyse de flux de données, ça a l'air impressionnant. Mais tu sais ce que c'est en réalité? C'est une autre idée à moitié aboutie, venant de quelqu'un qui pense que regarder des vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat la rend qualifié pour diriger une entreprise. J'ai gardé les mains croisées sur mes genoux, ma voix stable. J'ai passé 4 ans à développer cet algorithme. Je l'ai testé avec de vraies données de marché. La précision prédictive est de. Laisse-moi t'arrêter tout de suite. Papa a enfin levé les yeux, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Robert Chin avait bâti sa société d'investissement à partir de rien, transformant un petit héritage en une opération de 400 millions €. Il était brillant avec l'argent, impitoyable en affaires, et totalement convaincu que la valeur de ses enfants se mesurait à leur capacité à égaler son succès. Emma, je suis dans ce métier depuis 35 ans. J'ai vu des milliers de présentations, et je peux te dire tout de suite que ça ne mènera nulle part. Tu n'as même pas lu la section technique. Je n'en ai pas besoin. Il a enlevé ses lunettes, les pliant avec une précision soignée. Tu demandes 800 000 €. As-tu la moindre idée du genre de vérification que nous faisons avant d'investir ce genre de somme? Du genre de bilan que nous nous attendons à voir? Je sais que c'est un montant important. Ce n'est pas le montant, a interrompu Marcus. C'est le fait que tu n'as aucune crédibilité, aucune expérience des affaires, aucune entreprise réussie, rien qui puisse faire qu'un investisseur sérieux regarde cette proposition à 2 fois. J'ai l'algorithme, ai-je dit. J'ai la preuve de concept. J'ai les résultats des tests bêta. De qui? Tes amis? D'autres entrepreneurs ratés que tu as rencontrés sur Reddit. Marcus a ri, un son sec et cruel. Emma, allez. C'est embarrassant. Papa a fermé la proposition, la poussant sur la table vers moi. J'apprécie que tu aies préparé ça. Je vois que tu y as travaillé dur. Mais Marcus a raison. Tu as besoin d'une expérience du monde réel avant que quiconque te prenne au sérieux. J'ai de l'expérience. Coder dans ton appartement, ce n'est pas de l'expérience, a dit papa. Gérer une équipe, c'est de l'expérience. Payer les salaires, c'est de l'expérience. Prendre des décisions difficiles sur la vie des gens, ça,
c'est de l'expérience. Tu n'as rien de tout ça. Alors je devrais juste abandonner? Je dis que tu devrais être réaliste. Papa s'est levé, signalant que la réunion était terminée. Trouve un vrai travail. Un poste de débutante, s'il le faut. Gravis les échelons. Apprends comment les entreprises fonctionnent réellement. Puis, dans 5 ou 10 ans, si tu veux toujours créer une entreprise, tu auras les références pour le faire. Marcus s'est également levé, en ajustant sa cravate. Contente-toi d'un poste de débutante, Emma. Trouve un poste dans une entreprise de technologie. Réponds au téléphone, classe des dossiers, peu importe. Construis-toi un CV, parce que pour l'instant, a-t-il dit en désignant ma proposition, pour l'instant, tu n'es qu'une autre rêveuse avec un ordinateur portable et des délires de grandeur. J'ai rassemblé lentement mes documents, les glissant dans mon portefeuille en cuir usé. Merci pour votre temps. Emma, la voix de papa s'est légèrement adoucie. Ce n'est pas personnel. Ce sont les affaires, et en affaires, il faut de la crédibilité. Tu ne l'as pas encore. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Je savais que ce serait difficile. Je savais qu'il n'adopterait pas immédiatement l'idée, mais une partie de moi, une petite partie stupide, avait espéré qu'il pourrait au moins l'envisager. Qu'il pourrait voir au-delà de mon manque de références traditionnelles, pour voir l'innovation que j'avais créée. Ferme la porte en sortant, a dit Marcus, se retournant déjà vers son ordinateur. J'ai quitté la salle de conférence, je suis passé devant le bureau de l'assistante, et j'ai pris l'ascenseur pour descendre les 20 étages. Mon reflet dans les portes en métal poli montrait une jeune femme dans un costume de grand magasin, tenant une proposition rejetée, essayant de ne pas pleurer. Mon téléphone a vibré alors que je sortais dans la rue. Un texto de ma mère. Comment s'est passée la réunion? Ont-ils accepté d'investir? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'au café le plus proche et j'ai commandé un café noir que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Mon compte d'épargne contenait 3 847 €. Mon appartement coûtait 2 200 € par mois. J'avais, au mieux, 2 mois avant de devoir trouver ce travail de débutante que papa et Marcus insistaient pour que je trouve. Ou, je pouvais faire ce que j'avais prévu de faire de toute façon. J'ai sorti mon ordinateur portable, je me suis connecté au Wi-Fi du café, et j'ai ouvert un dossier crypté. À l'intérieur se trouvaient des documents que je préparais depuis 3 mois, les statuts de DataStream Analytics, les demandes de marques déposées, et surtout, une liste de business angels spécialisés dans les entreprises technologiques en phase de démarrage. La proposition que j'avais montrée à papa et à Marcus était réelle. L'algorithme était réel. Les résultats des tests bêta, provenant de véritables sociétés financières et non d'amis de Reddit, étaient réels. Ce que je ne leur avais pas dit, c'est que j'avais déjà créé DataStream Analytics 6 mois auparavant, que j'avais déjà obtenu 200 000 € de financement de la part d'une société de capital risque de la Silicon Valley, que 3 grands fonds spéculatifs testaient déjà mon algorithme et rapportaient des taux de précision qui dépassaient tout ce qui existait actuellement sur le marché. Je ne leur avais rien dit, car je voulais voir s'ils me soutiendraient sur le seul mérite de mon projet, s'ils croiraient en moi, leur fille et leur sœur, assez pour investir sur la base de la qualité de l'idée, plutôt que sur une validation externe. Leur réponse avait été claire. J'ai passé les 2 heures suivantes dans ce café, à répondre aux emails de mes vrais investisseurs, à revoir le code avec mon équipe de développement, oui, Marcus, j'avais une équipe, et à finaliser les contrats avec 2 nouveaux clients pour les tests bêta. À 16h47, mon téléphone a sonné. Ma mère. Emma, ma chérie, tu n'as pas répondu à mon texto. Comment ça s'est passé? Ça ne s'est pas fait. Ils ont rejeté la proposition. Oh, ma chérie. La sympathie de maman était sincère, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Je suis sûr qu'ils avaient leur raison. Ils ont dit que je n'ai aucune crédibilité, que je dois trouver un travail de débutante et gravir les échelons. Eh bien, ce n'est pas un conseil déraisonnable, n'est-ce pas? Ton père a commencé en bas de l'échelle. Papa a commencé avec un héritage de 500 000 € de grand-père. Emma, ce n'est pas juste. C'est exact. Écoute, maman, je dois y aller. J'ai un appel avec des clients. Des clients? Sa voix s'est éclaircie. Tu veux dire que tu vas de l'avant quand même? Oui. Sans l'investissement de ton père, Emma? Comment est-ce possible? Je trouverai une solution. Je le fais toujours.
J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester davantage. Mon appel suivant était avec le PDG de Bridgewater Analytics, un fonds spéculatif de taille moyenne qui testait mon algorithme depuis 6 semaines. Ils avaient constaté une amélioration de 23% de leur précision prédictive, assez pour générer 40 millions d'euros de rendement supplémentaire, en un peu plus d'un mois. Emma, la voix de Robert Bridgewater était chaleureuse au téléphone. J'espérais que vous appelleriez. Nous devons parler de l'expansion de notre implémentation. Je vous écoute. Nous voulons intégrer DataStream à tous nos systèmes de gestion de portefeuille. Un déploiement complet. Et nous sommes prêts à payer un supplément pour un accès anticipé exclusif, pendant que vous êtes encore en version bêta. Un supplément de combien? 5 millions d'euros pour 6 mois d'exclusivité. Après cela, des frais de licence standard, basés sur les actifs sous gestion. J'ai gardé ma voix stable, professionnelle, ne laissant rien paraître du fait que mes mains tremblaient. 5 millions d'euros, c'est acceptable. Je vais demander à mes avocats de rédiger le contrat. Vos avocats? Robert Harry. Emma, vous avez quoi, 27 ans? 29. Et vous parlez déjà comme une PDG chevronnée. J'aime ça. Cet algorithme à vous. C'est du sérieux. Vous le savez, n'est-ce pas? Je le sais. Bien. Ne laissez personne vous dire le contraire. Je suis dans ce métier depuis 40 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel que ce que vous avez construit. Après la fin de l'appel, je suis resté assise dans le café et je me suis permis de respirer. 5 millions d'euros. Pas les 800 000 que j'avais demandé à papa et Marcus. 5 millions. Au cours des 3 mois suivants, j'ai gardé la tête baissée et j'ai travaillé. Je n'ai pas parlé à ma famille du contrat de Bridgewater. Je n'ai pas mentionné quand Goldman Sachs a pris contact, intéressé par les tests bêta. Je n'ai rien dit quand l'équipe d'analyse quantitative de JP Morgan a programmé une démonstration. J'allais au dîner de famille et je souriais quand Marcus parlait de ses dernières affaires. Je hochais la tête quand papa me donnait des conseils sur le réseautage et la construction de références. Je restais silencieuse quand maman suggérait que je regarde les programmes de 3e cycle, quelque chose de pratique comme un MBA. Et en arrière-plan, DataStream Analytics grandissait. Au 4e mois, j'avais 12 clients majeurs. Au 6e mois, 23. Les performances de l'algorithme dépassaient même mes propres projections. Les fonds spéculatifs utilisant DataStream constataient des améliorations de précision entre 18% et 31%. Dans le monde de la prédiction financière, ces chiffres étaient révolutionnaires. Les business angels qui avaient initialement investi 200 000 euros se retrouvaient maintenant avec des parts valant 8 millions. Ils voulaient investir plus. Tout le monde voulait investir plus. J'ai accepté un deuxième tour de financement, 30 millions d'euros, d'un consortium de sociétés de capital risque. Un troisième tour est venu 4 mois plus tard, 120 millions d'euros. Ma participation est restée à 73%, et la valorisation de DataStream Analytics a atteint 2,4 milliards d'euros. Sur le papier, je valais 1,75 milliard. Je vivais toujours dans mon appartement à 2200 € par mois. Je conduisais toujours ma Honda de 7 ans. Je portais toujours des costumes de grands magasins au dîner de famille, parce que je voulais voir combien de temps il leur faudrait pour le remarquer. La réponse, il s'est avéré, était de 14 mois. J'étais au dîner du dimanche dans le domaine de mes parents à Westchester, une obligation mensuelle à laquelle je ne pouvais échapper sans provoquer un drame familial, quand Marcus a mentionné un article de Bloomberg qu'il avait lu. Il y a cette nouvelle société d'analyse qui fait des vagues dans le monde des fonds spéculatifs, a-t-il dit, en coupant son steak. DataStream quelque chose. Apparemment, ils ont un algorithme qui tient vraiment ses promesses. Papa a semblé intéressé. DataStream? Jamais entendu parler. Ils sont petits, privés, mais les chiffres de performance sont insensés. Marcus a sorti son téléphone, faisant défiler l'article. Il est dit ici qu'il prévoit 500 millions d'euros de revenus cette année, pour une entreprise qui a à peine 18 mois. Quel est leur secret, a demandé papa. Une sorte d'algorithme prédictif, de l'apprentissage automatique, de l'IA, tout ce jargon à la mode. Mais contrairement à la plupart des entreprises d'IA, celle-ci fonctionne vraiment. Marcus a fait une pause, en lisant. Le fondateur est anonyme. Ne donne pas d'interview. Très secret. J'ai continué à manger ma salade, gardant une expression neutre.
Maman m'a souri de l'autre côté de la table. Emma, ma chérie, ça ressemble au genre de choses qui t'intéressaient. N'avais-tu pas cette proposition sur l'analyse de données? Quelque chose comme ça, ai-je dit doucement. Tu devrais chercher à travailler pour eux, a suggéré papa. Une entreprise comme ça, qui grandit si vite, ils auront besoin de bonnes personnes. Ce pourrait être un moyen de mettre un pied dans la porte. Peut-être, ai-je dit. Marcus a reniflé. Papa, ils ne vont pas embaucher Emma. Des entreprises comme DataStream veulent des gens avec des références d'élite. Des diplômés du MIT qui ont travaillé chez Google ou Facebook, pas quelqu'un qui est au chômage depuis 1 an. Je n'ai pas été au chômage. Le freelancing, ça ne compte pas, Marcus a balayé l'air d'un geste dédaigneux. Crois-moi, Emma, les entreprises de ce niveau ne sont pas intéressées par les trous dans un CV et les propositions ratées. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Comment sais-tu que je fais du freelancing? Que ferais-tu d'autre? Tu ne travailles nulle part. Tu n'es pas en 3e cycle. Tu es juste là. Marcus a haussé les épaules. Écoute, je n'essaie pas d'être dur. Je suis réaliste. Tu dois viser plus bas. Des postes de débutante dans des entreprises établies. Construis-toi un vrai CV. Marcus a raison, a dit papa. Il n'y a pas de honte à commencer petit, Emma. Tout le monde doit faire ses preuves. Certains plus que d'autres, ai-je murmuré. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Puis-je être excusé? J'ai du travail à finir. Maman a froncé les sourcils. Du travail? Un dimanche? Tu devrais te détendre. J'ai une échéance. Je suis parti avant que quiconque puisse protester davantage, rentrant à Manhattan dans ma Honda, tandis que Marcus montait probablement dans sa BMW et papa dans sa Mercedes. Cette nuit-là, j'ai approuvé le dossier d'introduction en bourse de DataStream. Nous le planifions depuis des mois. Mes avocats, mon directeur financier, mon conseil d'administration, tout le monde était d'accord que l'entreprise était prête. Les finances étaient solides. La base de clients était solide. La trajectoire de croissance était durable. L'IPO était prévu pour 3 semaines plus tard, en milieu de matinée, un jeudi. Je sonnerai la cloche d'ouverture au Nasdaq. Je n'en ai pas parlé à ma famille. La veille de l'IPO, j'ai dîné avec mes parents et Marcus dans leur restaurant préféré de Midtown, un endroit italien avec des nappes blanches et du vin qui coûtait plus cher la bouteille que mon loyer mensuel. Emma, nous voulions te parler de quelque chose, a dit maman alors que les entrées arrivaient. Ton père et moi sommes inquiets. À propos de quoi? De ton avenir. Papa s'est penché en avant, sa voix douce mais ferme. Tu as 29 ans. Tu ne rajeunis pas, et franchement, ton manque de progression de carrière devient préoccupant. Marcus a hoché la tête. On en a parlé, et on pense que tu as besoin d'une aide professionnelle. Un conseiller d'orientation. Peut-être une thérapie pour surmonter ce qui t'empêche d'avancer. Je ne suis pas bloqué. Emma, tu es au chômage depuis plus d'1 an, a dit maman, vivant de tes économies, faisant des petits boulots. Ce n'est pas durable, et ce n'est pas sain. Nous voulons t'aider, a dit papa. Nous avons parlé à un conseiller d'orientation qui se spécialise dans l'aide aux jeunes adultes qui ont perdu leur direction. Il est excellent, très compatissant. Je n'ai pas perdu ma direction. Alors qu'est-ce que tu as fait, a défié Marcus. Sérieusement, Emma, que fais-tu de tes journées? J'ai pris une gorgée d'eau, réfléchissant à ma réponse. Je pourrais leur dire. Je pourrais leur expliquer pour DataStream, pour l'IPO qui aurait lieu dans 12 heures, pour le fait que d'ici demain à la même heure, je serai l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes de la technologie. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai travaillé sur des projets, ai-je dit à la place. Des projets? Marcus a ri. C'est ça. D'autres propositions commerciales qui n'iront jamais nulle part. Quelque chose comme ça. Papa a soupiré. Emma, s'il te plaît, prends ça au sérieux. Nous te proposons de t'aider, de payer pour le conseil, d'utiliser nos relations pour te trouver des entretiens, mais tu dois faire la moitié du chemin. Quel genre d'entretien? Des postes de débutante, a dit Marcus. Du travail administratif, des postes d'analyste junior, des choses appropriées à ton niveau d'expérience. Mon niveau d'expérience? Oui. Tu dois être réaliste sur où tu en es dans ta carrière.
Marcus s'est penché en arrière alors que le serveur livrait son plat principal. Écoute, je sais que c'est difficile d'accepter que tu pars de zéro à presque 30 ans, mais c'est la réalité. Plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu pourras commencer à construire quelque chose de réel. J'ai hoché lentement la tête. Tu as raison. Je devrais être plus réaliste. Bien. Maman a rayonné. C'est une attitude mature, ma chérie. Nous sommes fiers de toi d'avoir écouté. En fait, j'ai pensé à faire quelques changements, ai-je poursuivi. De grands changements. C'est merveilleux, a dit papa. Quel genre de changement? Je vous le dirai demain. Après l'ouverture du marché? Marcus a froncé les sourcils. Après l'ouverture du marché? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Vous verrez. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures. Je me suis douché, je me suis habillé d'un tailleur bleu marine que j'avais fait faire sur mesure pour l'occasion, et j'ai pris une voiture avec chauffeur pour Times Square. Le bâtiment du Nasdaq bourdonnait déjà d'activité, équipe de tournage, journalistes, analystes attendant la plus grande hypo du matin. DataStream Analytics, prix d'ouverture projeté à 87 € par action. Mon directeur financier m'a retrouvé dans le hall, souriant, prêt à devenir très publiquement riche. Prête? Autant que je le serai jamais. À 9h30 précise, je me suis tenu sur la plateforme du Nasdaq et j'ai sonné la cloche d'ouverture. Les appareils photo ont flashé. Les journalistes ont crié des questions. Les écrans numériques montraient le symbole boursier de DataStream qui s'allumait, les actions s'échangeant. Le prix grimpait, 87 €, 94 €, 103 €, 118 €. À 9h45, DataStream Analytics avait une capitalisation boursière de 7,2 milliards d'euros. Ma participation de 73% valait 5,26 milliards. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement texto, appel, email mais je les ai tous ignorés, sauf un. Une alerte de Bloomberg News, l'hypo de DataStream Analytics grimpe de 35% dans les 15 premières minutes. La fondatrice, Emma Chin, 29 ans, vaut désormais 5,8 milliards d'euros. J'ai souri à l'écran, puis j'ai pris une voiture avec chauffeur pour le sud de Manhattan, jusqu'à l'immeuble de bureau de mon père, jusqu'à Chin & Associates Investment Group. La réceptionniste a eu l'air surprise quand je suis entré. Mademoiselle Chin, je ne savais pas que vous aviez une réunion de prévue. Je n'en ai pas. Mon père est-il là? Oui, mais il est avec un client. J'attendrai. Je me suis assise dans la salle d'attente, au même endroit où j'avais attendu 14 mois auparavant avec ma proposition rejetée. Le terminal Bloomberg dans le coin affichait le marché, le symbole de DataStream bien en évidence comme l'un des plus grands mouvements de la journée. 10 minutes plus tard, papa est sorti de son bureau avec un client. Il s'est arrêté net quand il m'a vu. Emma? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler de ce conseiller d'orientation. Papa a jeté un coup d'œil à sa montre. Ça peut attendre? J'ai une matinée chargée. Ça ne prendra pas longtemps. Je me suis levé, faisant un geste vers son bureau. Juste quelques minutes. Il a soupiré mais m'a conduite à l'intérieur. Marcus était déjà là, assis devant le terminal Bloomberg, le visage pâle. Emma, a dit lentement Marcus, sans détourner les yeux de l'écran. Il y a une entreprise qui est entrée en bourse ce matin. DataStream Analytics. J'ai entendu dire que la fondatrice s'appelle Emma Chin, un nom commun, ai-je dit légèrement. Emma. La voix de papa était tranchante. Qu'est-ce qui se passe? Marcus s'est finalement tourné vers moi. Dis-moi que ce n'est pas toi. Que ce n'est pas moi, ai-je dit. Puis j'ai fait une pause. En fait, c'est un mensonge. C'est moi. Le silence dans le bureau était absolu. Quoi? La voix de papa était à peine un murmure. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant l'article de Bloomberg. DataStream Analytics est entré en bourse ce matin. Le prix d'ouverture était de 87 € par action. Elle se négocie actuellement à 121 €. La capitalisation boursière de l'entreprise est de 7,2 milliards. Je possède 73% de l'entreprise, ce qui porte ma valeur nette à environ 5,8 milliards. Marcus s'est levé brusquement, sa chaise roulant en arrière. C'est impossible. C'est en fait tout à fait possible. J'ai créé l'entreprise il y a 14 mois,
juste après que vous ayez rejeté ma proposition de 800 000 euros. Papa a attrapé mon téléphone, fixant l'article. Son visage est passé par plusieurs nuances de rouge et de blanc. Ça ne peut pas être réel. C'est réel. Tu peux vérifier les cotations du Nasdaq, ou Bloomberg, ou n'importe quel média financier. DataStream Analytics est la plus grande IPO du trimestre. Mais tu as dit. Marcus s'est arrêté, la voix étranglée. Tu as dit que tu faisais du freelancing. Tu as dit que tu n'avais pas de clients. J'ai menti. Enfin, techniquement, j'ai dévié. Vous avez supposé que je n'avais pas de clients. Je ne vous ai pas corrigé. Pourquoi? La voix de papa s'est brisée. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que je voulais voir si vous me soutiendriez sans validation externe. Si vous croiriez en moi sur la base de la qualité de mon travail, plutôt que de mes références. J'ai croisé son regard. Vous ne l'avez pas fait. Emma, nous ne savions pas, vous ne vouliez pas savoir. Je vous ai montré une proposition de 40 pages avec des spécifications techniques, une analyse de marché et des projections financières. Vous en avez lu 5 et l'avez rejeté comme des mots à la mode et des vœux pieux. Marcus s'est laissé retomber sur sa chaise. L'algorithme que tu nous as montré. C'était DataStream? Oui. Et tu avais déjà des financements? J'avais 200 000 euros de business angels. Je cherchais un soutien familial. Pas seulement un soutien financier. De la confiance. Le sentiment que vous pensiez que je pouvais réellement réussir. Nous le pensons. Vous pensiez que j'avais besoin d'une thérapie pour surmonter mes blocages de carrière, ai-je gardé ma voix égale, professionnelle. Vous pensiez que je devais viser des postes administratifs de débutante. Vous pensiez que mes idées de business étaient des blagues. Papa a posé mon téléphone avec précaution, comme s'il pouvait exploser. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien besoin de dire. Je voulais juste que vous le sachiez avant de le voir sur Bloomberg, avant que les clients ne commencent à demander si vous êtes de la famille de l'Emma Chin de DataStream Analytics. Bon sang. Marcus fixait à nouveau le terminal, où le cours de l'action de DataStream continuait de grimper. Tu vaux près de 6 milliards. 5,8 milliards actuellement, bien que ça fluctue. Et tu as vécu dans ce minuscule appartement, en conduisant cette vieille Honda. J'aime mon appartement, et la Honda roule bien. Papa a finalement retrouvé sa voix. Emma, nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Si nous avions su. Si vous aviez su, vous auriez investi. Mais vous ne saviez pas, et vous m'avez méprisé quand même. C'est ça, le problème, papa. Vous m'avez jugé sur la base de vos suppositions, plutôt que sur mes capacités réelles. Nous essayons de te protéger. Vous essayez de protéger vos propres égos. Vous ne pouviez pas accepter que je puisse en savoir plus sur cette industrie que vous. Que mes mots à la mode étaient en fait une technologie de pointe, que mes vœux pieux étaient basés sur une recherche et un développement solide. Le téléphone du bureau a sonné. L'assistante de papa, Monsieur Chin, vous avez plusieurs appels en attente. Bloomberg News, CNBC, le Wall Street Journal. Ils demandent tous si vous êtes de la famille d'Emma Chin de DataStream Analytics. Papa a appuyé sur le bouton de l'interphone. Dites-leur que je les rappellerai. Ils sont assez insistants, monsieur. J'ai dit que je les rappellerai. Il a relâché le bouton et s'est tourné vers moi. Emma, s'il te plaît, laissons-nous arranger ça. Laisse-nous investir maintenant. Nous pouvons faire partie de la croissance de DataStream. DataStream n'a pas besoin de votre investissement. Nous sommes entièrement financés. Alors laisse-nous aider d'autres manières. Des relations, des conseils. J'ai des conseillers. De très bons. Marcus s'est de nouveau levé, passant ses mains dans ses cheveux. C'est insensé. Tu es resté assise au dîner de famille, à nous écouter te donner des conseils de carrière, pendant que tu dirigeais une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Oui. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je voulais que vous me voyiez. Pas mon compte en banque, pas mes références. Moi. Et je voulais voir comment vous traiteriez quelqu'un que vous pensiez être en dessous de vous. J'ai pris mon téléphone. Maintenant, je sais. Emma, tu es notre famille. La voix de maman venait de l'embrasure de la porte. Elle se tenait là, dans un tailleur Chanel, le visage pâle.
Je viens de voir les nouvelles. Emma, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que vous n'auriez pas écouté. Vous n'écoutez jamais. Ce n'est pas juste. Maman, tu as suggéré que j'aille en 3e cycle pour quelque chose de pratique, alors que je dirigeais déjà une entreprise avec un demi-milliard de revenus. Papa m'a dit de trouver un travail de débutante, alors que je gérais une équipe de 47 employés. Marcus a qualifié mes idées de business de blague, alors que des fonds spéculatifs payaient des millions pour utiliser mon algorithme. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Nous essayons d'aider. Vous essayez de me faire correspondre à votre définition du succès. Quand je ne l'ai pas fait, vous avez décidé que j'étais le problème. On a frappé à la porte. L'assistante de papa à nouveau, l'air agité. Je suis vraiment désolé d'interrompre, mais il y a des journalistes dans le hall. Ils demandent à parler à Emma Chin, dites-leur pas de commentaires, ai-je dit. J'ai une équipe de relations publiques qui gère toutes les demandes des médias. L'assistante a hoché la tête et a disparu. Papa tenait toujours mon téléphone, fixant l'article de Bloomberg comme s'il pouvait révéler des informations différentes s'il regardait assez longtemps. Emma, je ne sais pas comment. Qu'attends-tu de nous? Rien. Je n'attends rien de vous. Mais tu es notre fille, notre famille. Nous pouvons sûrement. Pouvoir quoi? Prétendre que les 14 derniers mois n'ont pas eu lieu? Prétendre que vous avez cru en moi depuis le début? J'ai secoué la tête. Je ne suis pas intéressé à réécrire l'histoire. Marcus a finalement parlé, sa voix faible. La proposition que tu nous as montrée, celle que j'ai qualifiée de Camelot, elle valait des milliards? Oui. Et je t'ai dit de te contenter d'un travail de débutante. Tu l'as fait. Emma, Il s'est arrêté, incapable de finir la phrase. Ce n'est pas grave, Marcus. Tu as été honnête sur ce que tu pensais de moi. J'apprécie ça. Ce n'est pas grave. Rien dans tout ça n'est pas grave. Marcus s'est levé brusquement, faisant tomber des papiers du bureau. Tu nous as laissé nous humilier. Tu es restée assise là, au dîner, pendant qu'on parlait de t'aider à trouver un travail, et tu n'as rien dit. M'aurais-tu cru si je l'avais fait? La question est restée en suspens. Si je vous avais dit à ce dîner que je dirigeais une entreprise de plusieurs milliards d'euros, ai-je poursuivi, qu'auriez-vous dit? Auriez-vous demandé des preuves? Auriez-vous supposé que je délirais? Ou auriez-vous écouté? Marcus n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, ai-je dit doucement. Papa a finalement posé mon téléphone. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je retourne au travail. J'ai des réunions avec des investisseurs institutionnels cet après-midi. Demain, je prends la parole à une conférence sur les applications de l'IA dans les services financiers. La semaine prochaine, je témoigne devant le Congrès sur la réglementation de la confidentialité des données. Le Congrès? La voix de maman était faible. Oui. Apparemment, quand on dirige une entreprise qui gère des milliards d'euros de données financières, les législateurs veulent vous parler. Je me suis dirigé vers la porte. Je devrais y aller. J'ai une voiture qui m'attend. Emma, s'il te plaît. La voix de papa m'a arrêté. Ne pars pas comme ça. Nous avons fait des erreurs. Laisse-nous réparer ça. Je me suis retourné. Comment le réparerais-tu, papa? Investirais-tu dans DataStream maintenant? Après avoir su que c'est un succès, après que Bloomberg ait publié ma valeur nette? Oui, bien sûr que nous le ferions. C'est ça, le problème. Vous investiriez maintenant parce que vous savez que c'est un pari sûr, parce que mon succès a été validé par des sources externes. Mais quand j'avais besoin que vous croyiez en moi, quand j'avais besoin que vous voyiez le potentiel plutôt que les références, vous n'avez pas pu le faire. Nous n'avons pas compris. Vous n'avez pas essayé de comprendre. Vous avez vu une femme de 29 ans sans parcours professionnel traditionnel et avez décidé que j'étais un échec. Vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail, jamais regardé mon code, jamais envisagé que peut-être, juste peut-être, je savais ce que je faisais. Marcus s'est approché lentement, comme s'il avait peur que je m'enfuie. Et M, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Les choses que je t'ai dites, qualifier tes idées de blague, te dire de viser plus bas, j'avais tort. Complètement, totalement tort. Tu as été honnête. Tu m'as dit exactement ce que tu pensais de mes capacités.
J'étais un crétin condescendant et méprisant qui ne pouvait pas voir au-delà de son propre ego. La voix de Marcus s'est brisée. Tu es ma sœur. J'aurais dû te soutenir. J'aurais dû écouter. Au lieu de ça, je t'ai traité comme si tu étais stupide. Vous m'avez traité comme si je n'avais aucune valeur, ai-je corrigé. Il y a une différence. Emma. Je ne dis pas ça pour vous faire du mal. Je le dis parce que c'est vrai. Vous avez mesuré ma valeur selon vos standards, diplôme d'une grande université, parcours professionnel traditionnel, signe visible de succès. Quand je n'avais pas ces choses, vous avez décidé que je n'avais rien à offrir. Papa s'est mis à côté de Marcus. Nous avons échoué envers toi. En tant que parents, en tant que famille, nous n'avons pas réussi à voir ce que tu construisais. Et je ne sais pas comment réparer ça. Vous ne pouvez pas le réparer. Vous ne pouvez qu'en tirer des leçons. J'ai regardé ma montre, une simple Timex que je portais depuis des années, pas la montre de luxe que je pouvais maintenant facilement me permettre. Je dois y aller. J'ai une réunion du conseil d'administration dans 1 heure. Une réunion du conseil d'administration? Maman a ri, un son légèrement hystérique. Notre fille a des réunions du conseil d'administration et nous ne le savions même pas, vous l'auriez su si vous aviez demandé. Si vous aviez montré le moindre intérêt pour ma vie, au-delà de votre déception. Ce n'est pas juste. Maman, tu as pleuré à Noël parce que je n'avais pas de vraie carrière. Tu as dit à tes amis que j'étais encore en train de me chercher. Tu avais pitié de moi. J'ai croisé son regard. Eh bien, maintenant, tu n'as plus à le faire. Je me suis trouvé. Je suis parti avant que quiconque puisse répondre, prenant l'ascenseur pour descendre les 20 étages pour la 2e fois en 14 mois. Mais cette fois, quand j'ai vu mon reflet dans les portes en métal poli, je n'ai pas vu une fille déçue avec une proposition rejetée. J'ai vu une PDG, une fondatrice, une milliardaire autodidacte qui avait construit quelque chose de révolutionnaire, pendant que sa famille lui disait de viser plus bas. Mon téléphone a sonné alors que j'arrivais dans la rue. Sarah, ma directrice des relations publiques. Emma, la presse devient folle. Tous les grands médias veulent une interview. Et ma famille? Qu'en est-il de ma famille? Le cabinet de ton père a publié une déclaration, affirmant qu'ils ont joué un rôle déterminant dans le soutien au développement précoce de DataStream. J'ai arrêté de marcher. Ils ont fait quoi? C'est sorti il y a 10 minutes, sur Bloomberg, le Wall Street Journal, CNBC. Ils s'attribuent le mérite de ton succès. Bien sûr, qu'ils le faisaient. Publie une correction, ai-je dit. Fais en sorte qu'il soit clair que DataStream n'a reçu aucun financement ni soutien de la part de Chin & Associates. Inclus la chronologie, que je les ai approchés pour un investissement il y a 14 mois, et que j'ai été rejeté. Emma, es-tu sûre? Ça va créer une tempête médiatique. Je suis sûr. La vérité compte. D'accord. Je vais rédiger quelque chose et te l'envoyer pour approbation. J'ai raccroché et j'ai continué à marcher vers l'endroit où mon chauffeur attendait. Plus une Honda. J'étais finalement passé à une Tesla, bien que je vive toujours dans le même appartement. Certains changements étaient nécessaires, d'autres non. Ce soir-là, la correction a été publiée. Tous les médias qui avaient publié la fausse déclaration de mon père ont fait des mises à jour avec la version des événements de DataStream. Le récit est passé de une famille solidaire aide sa fille à réussir à une famille rejette la proposition de sa fille, la fille bâtit une entreprise d'1 milliard d'euros malgré tout. Les réseaux sociaux ont explosé. DataStream Emma a été en tendance pendant 3 jours. Des articles de fond sont apparus sur la dynamique familiale, les préjugés sexistes dans les décisions d'investissement, et l'importance de croire en des chemins non conventionnels vers le succès. Les téléphones de mes parents n'arrêtaient pas de sonner. Le LinkedIn de Marcus a été inondé de commentaires. La réputation de Chin & Associates a pris un coup visible. Plusieurs clients ont discrètement déplacé leur portefeuille ailleurs, mal à l'aise avec le traitement que le cabinet réservait à un membre de sa propre famille. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Une semaine plus tard, j'étais assise dans mon bureau, un espace d'angle avec vue sur la rivière Hudson, 23 étages plus haut dans mon propre immeuble, quand mon assistante a sonné. Emma, votre père est là. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est urgent. J'ai envisagé de le refuser. Puis, faites-le entrer. Papa est entré lentement, l'air plus petit, plus âgé en quelque sorte.
Il avait toujours été plus grand que nature dans mon esprit, l'investisseur à succès, le brillant homme d'affaires, le père dont je voulais désespérément l'approbation. Maintenant, il avait juste l'air d'un homme qui avait fait une terrible erreur. Emma, merci de me recevoir. Tu as 5 minutes. Il a hoché la tête, s'asseyant sur la chaise en face de mon bureau. La chaise chère, celle que je réservais aux clients importants. Je ne suis pas ici pour m'excuser, a-t-il dit. Enfin, je suis désolé. Désespérément désolé. Mais je sais que les mots ne réparent pas ce que nous avons fait. Alors pourquoi es-tu ici? Pour te dire que tu avais raison sur tout. Nous n'avons pas écouté. Nous ne t'avons pas vu. Nous t'avons mesuré à l'aune de nos attentes, au lieu de ton potentiel réel. Il s'est penché en avant. Emma, je suis dans la finance depuis 35 ans. J'ai examiné des milliers de propositions. Et ce jour-là, dans mon bureau, quand tu m'as montré DataStream, j'aurais dû reconnaître ce que je regardais. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne l'ai pas fait, parce que je ne pouvais pas voir au-delà de mes propres préjugés. Tu étais ma fille. Tu n'avais pas les signes traditionnels de succès. Alors je t'ai méprisé. Il a souri tristement. Je t'ai appris à être brillante, puis je t'ai puni de penser différemment de moi. Oui. Je ne peux pas défaire ça. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as construit, et c'est extraordinaire. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé mon père, son costume cher et son regret, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste une certitude tranquille que j'avais eu raison de me faire confiance, plutôt qu'à son jugement. Merci d'avoir dit ça, ai-je dit finalement. Mais ça ne change rien. Je sais. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche. Que tu avais raison, et que j'avais tort, et que ce que tu as construit est plus impressionnant que tout ce que j'ai fait dans toute ma carrière. D'accord. D'accord. Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Même si je n'en ai pas le droit, même si j'ai tout fait pour saper ta confiance, tu as réussi quand même. C'est remarquable. Après son départ, je suis resté assise dans mon bureau et j'ai regardé le soleil se coucher sur l'Hudson. Mon téléphone vibrait de notifications, des appels d'investisseurs à retourner, des demandes des médias à refuser, des décisions du conseil d'administration à prendre. J'ai pensé à cette salle de conférence, il y a 14 mois, à Marcus qualifiant mes idées de blagues, à papa me disant de me contenter d'un travail de débutante, à la façon dont il m'avait méprisé sans vraiment écouter. Et j'ai pensé à maintenant, au titre de Bloomberg, à la cloche d'ouverture du Nasdaq, au fait que DataStream Analytics changeait la façon dont le monde financier comprenait les données prédictives. J'avais construit quelque chose d'extraordinaire. Non pas grâce au soutien de ma famille, mais malgré leur mépris. Et cela valait plus que n'importe quelle excuse ne pourrait jamais valoir. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto d'un numéro inconnu. J'ai vu ton histoire sur Bloomberg. Une chose similaire m'est arrivée avec ma famille. Je voulais juste te dire merci de ne pas avoir cédé. Tu as prouvé qu'ils avaient tort. Ça compte. J'ai souri et j'ai sauvegardé le message. Parce que c'était ça, le but, n'est-ce pas? Pas la vengeance. Pas leur prouver qu'ils avaient tort par pure satisfaction, mais montrer que la crédibilité n'est pas héritée ou accordée par les institutions traditionnelles. Elle est construite par des gens qui refusent d'accepter les limitations des autres. Par des rêveurs avec des ordinateurs portables, qui transforment des mots à la mode en milliards. Par des femmes de 29 ans qui se font rejeter par leur propre famille, et qui construisent des empires malgré tout. Je me suis retourné vers mon ordinateur et j'ai ouvert les projections trimestrielles suivantes. DataStream grandissait plus vite que même nos modèles les plus optimistes ne l'avaient prédit. D'ici l'année prochaine à la même époque, nous vaudrions probablement 15 milliards, et ma famille devrait le lire sur Bloomberg, comme tout le monde.